Intéressons-nous maintenant à notre système qui sera le système le plus étudié en cours de mécanique, à savoir le pendule simple. Dans le pendule simple, pourquoi est-ce que ça va être le système le plus étudié? Parce que c'est un système extrêmement simple. Vous avez juste besoin d'un fil et d'une masse et puis d'un point de fixation pour le fil, et pour lequel vous avez une équation différentielle qui va, dans une certaine mesure, pouvoir s'adapter en tant qu'équation d'oscillateur harmonique, et pourtant va nous permettre d'explorer toutes les subtilités du monde des non-linéarités, puisque vous n'aurez pas exactement une équation d'oscillateur harmonique. Donc ça va nous permettre à la fois de nous ramener au cas comme pour le ressort, les équations du second ordre telles qu'on les a vues même en électricité, mais aussi des équations nous ouvrir sur les résolutions d'un point de vue plus général, et puis à chaque fois qu'on introduira une nouvelle notion, que ce soit de l'énergie, que ce soit les moments des forces, on pourra l'appliquer sur notre pendule simple pour essayer de retrouver l'expression de son équation d'évolution. Alors le pendule simple, il faut absolument que vous sachiez le faire. D'abord, bien définir le système étudié. Pour votre système, il vous faut un point de fixation qui va en règle générale servir d'origine du coup à votre système de coordonnées, puisque ça va être un point fixe. Et puis vous prenez un fil inextensible, ça veut dire qu'on ne peut pas étendre, inextensible, de longueur constante, de longueur petit l, et au bout de ce fil, vous accrochez une masse ponctuelle. Alors, bien entendu, dans la vraie vie, on n'aura ni un fil, on va certainement prendre une tige métallique, ni une masse ponctuelle, parce que la masse aura une petite épaisseur, une petite longueur, mais d'un point de vue idéal, ça va déjà nous permettre de voir ce qu'il en est grâce à cette modélisation, et on va essayer de prendre un repère qui soit bien adapté. Alors quand vous prenez votre pendule, vous avez le système qui va faire des oscillations. Voici un exemple de pendule. Donc vous prenez votre fil, votre masse, et puis vous observez le déplacement de la masse. Vous voyez que vous avez un déplacement le long d'un arc de cercle qui va se dessiner ici, et cet arc de cercle va être celui que l'on va essayer de modéliser, de retrouver, ou plus exactement, on va mettre l'ingrédient directement dans le système de coordonnées pour en déduire des simplifications sur les équations du mouvement. Donc, étant donné que vous vous déplacez sur un cercle, qui va être un cercle de rayon petit l et de centre O, il va être intéressant de se placer en coordonnées polaires centrées sur O. Alors, si je mets le point M qui correspond à ma masse ici, vous voyez que le vecteur ER, il est dans la continuité du segment qui va de O jusqu'au point grand M. Et donc, le vecteur radial va être dans ce sens-là. Reste plus qu'à déterminer la direction du vecteur Eθ. Alors, vous voyez que contrairement aux coordonnées polaires où j'avais un axe suivant X et puis un angle qui partait dans cette direction-là, donc on regardait par rapport à l'horizontale, là, il sera peut-être plus malin de définir notre angle par rapport à la verticale, puisqu'on se doute que la position qui est ici va être une position un petit peu particulière pour votre pendule. Ça va être la position d'équilibre naturel du pendule, et on va avoir des oscillations autour de cette position d'équilibre, et donc naturellement on va essayer de mettre le 0 à cet endroit-là. Donc on va définir θ, l'angle par rapport à la verticale, et étant donné que on va conserver la rotation ici dans le sens trigonométrique pour avoir une rotation positive, je vous rappelle qu'on met Eθ dans la direction qui est la direction où vous comptez θ positivement. Donc quand le pendule va être de ce côté-là, j'aurai un θ qui est positif. Quand le pendule va être de l'autre côté, Eθ sera toujours ici vers la droite, mais le θ qui du coup va vers la gauche sera compté négativement dans ce sens-là. Donc on a notre pendule, on a trouvé l'expression du vecteur ER, du vecteur Eθ. Reste à se poser la question, quelle est l'accélération? Le mouvement, c'est un mouvement circulaire. Il a lieu
sur un cercle, il va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'on va pas parcourir le cercle en entier, on va juste parcourir une partie du cercle. Donc c'est un mouvement circulaire de rayon petit l, mais il est parcouru forcément de manière non uniforme, parce que si vous avanciez à vitesse constante, bah, vous feriez le cercle complet. Or là, on fait des allers-retours, donc mouvement circulaire de rayon R, non uniforme, et on peut regarder ce qu'on a déterminé pour l'accélération ou la retrouver rapidement. Je vous rappelle que l'accélération en polaire, elle s'écrit r point moins r θ point carré selon ER, plus 2R point θ point, plus R θ point selon Eθ. Donc là-dedans, vous avez que la longueur R, c'est L. Du coup, R point, c'est 0, puisque comme il est inextensible, votre fil, la longueur ne varie pas, donc la variation du rayon est nulle. La variation plutôt du vecteur position par rapport au centre. Et de la même manière, étant donné que la vitesse radiale est tout le temps nulle, elle est constamment nulle, la dérivée de cette vitesse radiale va être elle aussi nulle. Voilà, et donc là-dedans, ici j'ai aussi petit l, vous avez votre accélération qui va s'écrire moins L θ point carré selon ER, plus L θ point selon Eθ. Donc sur les 4 termes, il y en a 2 qui sont nuls et il m'en reste 2 non nuls. Si la rotation avait été uniforme, je vous rappelle que ce terme-là aurait été nul en plus, mais on n'a pas de rotation qui se fasse ni en entier et donc elle ne peut pas être uniforme. Et même si vous prenez votre pendule et vous amusez à faire des tours complets, il y a fort à parier que la vitesse augmente et diminue à mesure que vous passez par la partie haute ou par la partie basse. Et donc il va y avoir des subtilités comme ça, le mouvement ne sera vraisemblablement pas uniforme. Donc mon accélération en polaire, j'ai une expression explicite de l'accélération et on va pouvoir l'utiliser pour essayer de trouver l'équation du mouvement. Donc justement, cette équation d'évolution, pour pouvoir la trouver, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Donc il va falloir préciser le système qu'on utilise, le référentiel dans lequel on se place et l'inventaire des forces qui s'exercent sur votre pendule. Donc on va commencer par le système. Le système, c'est la masse petit m. Le référentiel, on va prendre un référentiel, le référentiel du laboratoire, le référentiel terrestre, qui va être supposé galiléen, c'est-à-dire qu'on va faire osciller notre pendule sur quelques secondes, et puis on voit bien que ici, vous voyez que ma période d'oscillation est de l'ordre de la seconde et non pas du jour, donc j'aurai pas besoin de prendre en compte la rotation de la Terre, du moins qu'il y aura d'autres perturbations plus importantes avant que j'ai eu besoin de prendre en compte la rotation de la Terre pour corriger mes équations. Et au niveau de l'inventaire, alors il faut réfléchir un tout petit peu à quoi est soumis votre pendule. Donc bien sûr, il y a le poids, la Terre qui attire ce pendule. Et puis, pour éviter que cette masse ne tombe, il y a le fil qui tire sur la masse pour éviter qu'elle ne tombe. Là, vous voyez que quand j'utilise ma main pour exercer cette force, le fil n'est plus tendu. Par contre, quand j'enlève ma main, le fil est tendu parce que justement, la masse exerce une force vers le bas sur le fil et donc le fil exerce une force vers le haut sur la masse. Donc si je dessine ces deux forces, on va avoir le poids et la tension du fil. Alors attention, la tension n'a rien à voir avec la tension du ressort de la partie précédente. C'est vraiment la tension d'un fil. On n'a pas d'expression explicite pour celle-là. On a juste une direction. Donc on a le poids qui va être vers le bas. Et on sait que la tension d'un fil va être orientée dans la direction du fil. Vous voyez que si je mets une tension dans ce sens-là, le pendule va aller dans cette direction qui est la direction du fil parce que la force globale va être dans la direction du fil. Et donc on va pouvoir dessiner notre tension dans cette direction-là. Et elle va être selon moins ER. Alors cette tension, tout ce qu'on sait, c'est que elle a une certaine norme et elle est selon le vecteur moins ER. Donc on va pouvoir
l'écrire comme ça, mais on ne connaît pas l'expression de la norme de la tension. Et ça nous embête, puisque on n'a pas d'expression qui nous permette de faire un calcul. Donc, il faut que vous vous disiez, dans mon calcul, je vais essayer de me débarrasser de ce terme-là. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ce terme? Quand on applique la relation fondamentale de la dynamique, elle me dit que m fois l'accélération doit être égal au poids plus à la tension. Tension que je ne connais pas, du moins dont je ne connais pas la norme. Du coup, étant donné que je sais que la tension est selon ER, ou plutôt selon moins ER, je fais une projection sur Eθ. Je fais la projection sur Eθ, j'ai l'égalité de deux vecteurs, donc j'ai égalité du produit scalaire de chacun des deux vecteurs avec n'importe quoi, en l'occurrence Eθ, donc je vais avoir du P scalaire Eθ et du T scalaire Eθ. T scalaire Eθ, bah justement, par construction, étant donné que cette tension est selon le vecteur ER, ça fait 0. Et là, j'ai gagné puisque je me suis débarrassé de la partie de force que je ne connais pas. Je ne vais regarder que ce qui se passe selon Eθ. Alors, il me faut calculer A scalaire Eθ. Alors, A, ça tombe bien, j'ai une expression qui est là. ER scalaire Eθ, ça fait 0, donc ce bout-là va disparaître. Il me reste juste du Lθ point point Eθ scalaire Eθ qui vaut 1. Donc, l'accélération vaut Lθ point point. Si je regarde le poids, P scalaire Eθ, il va falloir que je fasse le dessin ici. Vous voyez qu'on retrouve l'angle θ là. C'est bien pour ça qu'on a choisi θ par rapport à la verticale. Finalement, ça nous aide bien parce que le poids est lui aussi selon la verticale. Et puis en plus, on l'a mis par rapport à la verticale descendante pour que ce soit tout de suite dans le bon sens. Donc, P scalaire Eθ, c'est norme de P fois norme de Eθ qui vaut 1 fois cosinus de l'angle qui est entre les deux. Et l'angle qui est entre les deux, vous le lisez là, pour aller de P à ER, il me faut θ, pour aller de ER à Eθ, il me faut pi sur 2 en plus. C'est donc du θ plus pi sur 2. Là maintenant, la norme de P, par définition, c'est m fois la norme de G, donc mg, et cosinus de θ plus pi sur 2, il faut se souvenir que rajouter pi sur 2, trigonométriquement parlant, ça revient à dériver, que cosinus est méchant par rapport à la dérivation, donc ça va nous faire du moins sinus θ. Vous pouvez aussi le retrouver avec votre cercle trigonométrique, mais il vient du moins mg sinus θ. D'où l'expression de la RFD, qui était ici donc écrite sous cette forme-là, ça me fait m L θ point point est égal à moins mg sinus θ. Et l'équation d'évolution, on va mettre tous les θ du même côté, donc ça passe à gauche du signe égal. On va diviser par ml parce que pour traiter cette équation, on veut la normaliser avec un coefficient 1 devant la dérivée seconde. Donc, vous pouvez très facilement vérifier qu'on trouve θ point point. On passe de l'autre côté, ça fait un plus. Les m se simplifient. Il me reste du g sur L sinus θ égale 0. Et ça, c'est l'équation du pendule simple. On va la retrouver de nombreuses fois. Donc, c'est pas aussi important que l'équation d'oscillateur harmonique, puisque l'oscillateur harmonique, on verra dans le chapitre M4 qu'en fait, tout système qui peut se développer avec une position d'équilibre va pouvoir s'approximer en oscillateur harmonique, mais c'est quand même une classe de fonctions qui est une classe d'équation différentielle qui est relativement connue, qui n'a pas de solution simple. Les mathématiciens n'ont pas trouvé de solution analytique, une expression à base de cosinus, de sinus, d'exponentielle qui puisse expliquer ça. Et donc, il va falloir faire notre travail de physicien, c'est-à-dire faire des approximations, faire des études graphiques pour permettre d'obtenir les informations qui nous intéressent sur cette équation. Alors, on va laisser rentrer le chat. On va gentiment frapper à la porte. Et on va continuer à analyser cette équation. Donc on a l'équation d'oscillateur harmonique on n'a pas encore d'équation d'oscillateur harmonique, on a une équation de pendule simple qui fait intervenir ce G sur L sinus θ, et justement,
on va pouvoir voir si par hasard on ne pourrait pas se ramener à une équation d'oscillateur harmonique. Vous voyez, c'est dérivée seconde plus quelque chose fois, ah tiens, si je pouvais effacer le sinus, là ça m'intéresserait bien. Et ça, c'est une approximation que vous connaissez. C'est une approximation qui est l'approximation linéaire qu'on a déjà utilisée souvent en optique, qui dit que si je prends un angle relativement petit, on avait trouvé en optique qu'à moins de 30 degrés, on avait déjà la bonne valeur à 5% près. Donc si je prends un angle relativement petit, je me retrouve avec le sinus epsilon qui est à peu près égal à epsilon. Donc si on suppose les oscillations de faible amplitude, alors on va pouvoir faire des approximations. Alors bien sûr, je suppose qu'il y a des oscillations. Vous voyez bien que mon système, le pendule va rester aux alentours de θ égale 0. Alors je peux aussi le lancer de plus haut. Là, les oscillations ne seront pas de faible amplitude, mais si je suis ici à peu près 30 degrés, ce sera suffisant pour pouvoir faire l'approximation de faible amplitude. Donc si on suppose des oscillations de faible amplitude, ça veut dire qu'à tout instant, θ de t en valeur absolue va être très inférieur à 1 radian. Vous avez que sinus θ peut s'approximer à θ. Et je vais dire que du coup, l'équation différentielle qui s'écrivait θ plus g sur L sinus θ, si sinus θ c'est presque θ, j'ai une équation différentielle qui va s'écrire θ plus g sur L θ égale 0, ou à peu près égale à 0. Et je me retrouve avec une équation d'oscillateur qu'on appelle équation d'oscillateur harmonique. Alors là, il y a une petite subtilité mathématique. Je me dis que j'ai cette équation différentielle. Là, elle est exacte, du moins dans le cadre de mon modèle. Je peux en trouver des solutions, mais je n'ai pas d'expression mathématique simple de ces solutions. Et je me dis que peut-être que je peux approximer ces solutions par une expression mathématique simple. Et moi, en tant que physicien, comme j'arrive pas à trouver l'expression compliquée pour ensuite l'approximer, je me dis, si j'approxime l'équation différentielle en disant que elle n'est pas très différente d'une autre équation différentielle que je saurais résoudre, à ce moment-là, je pourrais peut-être me dire que les solutions de cette équation différentielle sont une bonne approximation des solutions de celle-ci. Ça, c'est pas totalement évident. Il faut quelques pages de mathématiques pour réussir à démontrer que c'est correct dans un certain cadre. Et justement, tous les mathématiciens qu'on appelle un peu des maths appliquées qui travaillent sur la résolution d'équations différentielles, leur travail, c'est de fortifier ce que les physiciens présupposent en se disant que ça va bien marcher. Il y a certaines équations pour lesquelles ça ne marche pas. Par exemple, quand vous prenez l'équation de l'air en dynamique des fluides, on peut montrer que l'équation approchée, la solution de l'équation approchée, c'est pas une solution approchée de l'équation réelle. Donc, on peut le faire, mais pour l'oscillateur, pour le pendule simple, ça marche suffisamment bien. Et donc, on va pouvoir assimiler ça et retrouver que c'est une équation d'oscillateur harmonique. Équation d'oscillateur harmonique, et on va pouvoir déterminer la solution correspondante à cette équation d'oscillateur harmonique. Donc on va avoir θ du temps qui va s'exprimer sous forme d'une solution sinusoïdale en A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t, ou encore A' cosinus oméga 0t plus phi, avec A et B des constantes à déterminer en fonction des conditions initiales, ou alors A' et B et phi d'autres constantes à déterminer
en fonction des conditions initiales. Le seul truc qui est déjà connu là-dedans, c'est la valeur de oméga, puisque ce qui est ici devant, c'est oméga 0 au carré. Donc je me retrouve avec du racine de G sur L. Vous voyez pourquoi on a fait tout un chapitre sur l'oscillateur harmonique, parce que c'est vraiment une équation qui revient tout le temps, et donc on n'a pas à se poser de questions pour avoir les solutions. Et vous voyez que ce bout-là, ça va être l'amplitude globale des oscillations de votre système, et phi le déphasage qui va dépendre de comment est-ce que vous avez lancé votre système au départ, et les constantes qui apparaissent, donc AB ou alors A' et phi, sont à déterminer en fonction des conditions initiales. AB ou A' phi, c'est-à-dire on choisit l'une des formes et ensuite on travaille dessus. Les deux sont équivalentes, il y a des liens entre les deux, mais vous ne pouvez pas déterminer les 4 constantes avec juste 2 conditions initiales, donc c'est juste un couple ou l'autre. Et puis une fois que vous avez un couple, vous pouvez trouver l'autre si jamais ça vous intéresse. Donc AB ou A' et phi sont les constantes d'intégration à calculer en fonction des conditions initiales. En l'occurrence, vous avez besoin de θ de 0 et θ point pris en 0. Donc à partir de ces conditions-là, vous pouvez déterminer ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que là-dedans, vous avez un angle qui varie lui-même comme une fonction sinusoïdale d'un autre angle. Et alors même qu'après, vous utilisez le sinus. Donc vous voyez que si je reviens là-dedans, c'est sinus de quelque chose qui est lui-même un cosinus. Donc il ne faut pas se trouver trop... s'ébahir trop là-dessus, c'est simplement que quand vous prenez ça, l'angle qui est ici, il passe alternativement dans les positifs, dans les négatifs, et donc il aura une évolution qui va être une évolution sinusoïdale à condition que l'angle soit suffisamment petit pour pouvoir faire cette approximation des petits angles. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir une représentation graphique, c'est-à-dire regarder et s'intéresser au portrait de phase de votre système? Donc quand vous avez votre oscillateur harmonique, donc on a une expression explicite de θ et on est du coup capable d'obtenir une expression explicite de θ point. Et donc on pourrait essayer de faire la représentation graphique. Vous voyez que θ point, si θ est en cosinus, θ point il va être en sinus de la même chose avec un oméga 0 qui sort devant, et ça on peut montrer que dans un bon système de coordonnées c'est l'équation d'un cercle. On va essayer de retrouver ça et d'essayer de le représenter de manière relativement simple en repartant de l'équation différentielle. Oublions que je sache résoudre cette équation différentielle, on va utiliser une petite astuce qui va être réutilisé 2, 3 à 4 fois au cours du cours de mécanique. Et donc finalement, ça sera plus une astuce, c'est ce qu'on va appeler une méthode. Donc, la méthode en question, c'est de se dire, on part de l'équation différentielle. On a θ point point qui s'écrit moins G sur L fois θ. Ensuite, je multiplie à droite et à gauche par θ point. J'ai toujours le droit de faire, ça ne me pose pas de souci, donc j'ai θ point point fois θ point, qui est égal à moins G sur L, θ, fois θ point. Et là, il faut reconnaître une dérivée. Or, si je regarde, alors je vais le faire comme si je dis, bon, calculez voir la dérivée de θ à θ point carré sur 2, mais la dérivée par rapport au temps.
C'est de nouveau une histoire de dérivée de fonctions composées, puisque θ point, c'est une fonction du temps, et que cette fonction du temps, c'est une fonction qui change au cours du temps, et donc j'aimerais bien pouvoir la dériver. Et en plus, elle est composée avec le carré, donc j'ai une composition de deux fonctions, θ point et le carré. Donc pour obtenir cette dérivée, je vais multiplier et diviser par dθ point. Vous voyez que là, en faisant ça, visuellement, c'est comme si j'ai multiplié et divisé par dθ point. Et sinon, je me retrouvais avec du d θ point carré sur 2 divisé par dt. Je fais de nouveau mon interprétation de la dérivée comme étant une division, une fraction de petites variations. dθ point sur dt, maintenant je vais de nouveau l'interpréter en termes de dérivée. C'est la dérivée temporelle de θ point, c'est donc θ point point. Dérivée seconde de θ. Et ça, c'est la dérivée par rapport à une variable que j'appelle θ point de cette variable, θ point au carré divisé par 2. C'est comme si j'appelais grand X, c'est la dérivée par rapport à grand X de grand X au carré sur 2. Et la dérivée de X carré sur 2, ça me fait 2X divisé par 2, donc ça me fait X. Donc là, j'ai juste appelé θ point, donc ce terme-là, c'est θ point, et le deuxième terme, c'est θ point point. Donc déjà, vous voyez que ce bout-là s'écrit comme la dérivée de θ point carré sur 2. Première chose intéressante. Deuxième chose intéressante, si je calcule la dérivée de θ carré sur 2, plutôt que de prendre θ point carré, prenons le θ carré. Là, même cinéma à faire, c'est au lieu de prendre, vous voyez que j'ai une composition de la fonction θ de t avec la fonction carré, donc je commence par dériver par rapport à θ, la fonction θ carré sur 2, et je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps, j'ai multiplié et j'ai divisé par dθ, puis j'ai remis le dt avec le dθ comme ça pour que ce soit joli. Ça, je l'interprète comme étant la dérivée de θ par rapport au temps, c'est-à-dire θ point. Et ce bout-là, de la même manière, la dérivée de θ carré sur 2, ça me fait du 2θ divisé par 2, donc du θ. Donc j'ai du θ fois θ point. Tiens donc, θ fois θ point, il est là. θ point point fois θ point, il est ici. Ce qui veut dire que je me retrouve en prenant mon équation de départ ici, en disant que la dérivée par rapport au temps de θ point carré sur 2 est égale à moins g sur L, la dérivée par rapport au temps de θ carré sur 2. Là, c'est important de ne pas se planter avec les points et de faire des jolis petits ronds que vous voyez bien la différence. Bon, g sur L, c'est une constante. Donc, je peux le rentrer à l'intérieur de la dérivée. Je me retrouve avec la dérivée au cours du temps de θ point carré sur 2 qui est égale à la dérivée au cours du temps de moins g sur L θ carré sur 2. Quand deux fonctions ont leurs dérivées qui sont égales, ça veut dire que ces deux fonctions sont primitives d'une même fonction et donc qu'elles sont égales à une constante près. Donc, vous avez que θ point carré sur 2 doit être égal à moins g sur L θ carré sur 2 plus une certaine constante. Et ça, je peux encore le réécrire, donc je peux multiplier par 2. Vous voyez que ce g sur L qui est ici, c'est oméga 0 carré. Donc, je multiplie par 2, je divise par oméga 0 carré. Vous voyez que là, j'ai du θ point carré sur oméga 0 carré, donc j'ai finalement du θ point sur oméga 0, le tout au carré, plus θ carré, qui est égal à toujours une constante, une autre que celle d'avant, mais ça reste une constante. Ça, c'est l'équation implicite d'une ellipse.
plutôt d'un cercle si je me mets en coordonnées θ point sur oméga 0. Si je note x égale θ et y égale θ point sur oméga 0, j'ai x carré plus y carré qui est égal à une constante. Ça, c'est la caractéristique d'un cercle. Quand vous avez une coordonnée x, une coordonnée y, si x carré plus y carré, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle de côté x et de deuxième côté perpendiculaire y, reste constante, ça veut dire que vous vous déplacez le long d'un cercle. Forcément, la distance à votre point est toujours la même par rapport au point central. Donc, quand on dessine ce machin-là, on se retrouve en coordonnées θ point sur oméga 0 θ avec des tas de petits cercles. Selon la valeur de la constante. Plus la constante est grande, plus le rayon du cercle est grand. Mais en gros, vous avez des cercles. Et ces cercles sont caractéristiques. Ces cercles sont caractéristiques d'une évolution en oscillateur harmonique. Alors, remarquez que si vous prenez du θ point plutôt que du θ point sur oméga 0, vous changez l'échelle verticale ici, et puis quand vous déformez vos cercles, vous allez vous retrouver avec des ellipses, c'est-à-dire des cercles écrasés. Donc vous aurez des petits trucs comme ça. Donc c'est moins facile des ellipses qui sont centrées sur 0. C'est moins facile à reconnaître du premier coup d'œil que c'est bien des ellipses. Donc c'est pour ça qu'on préfère se mettre en coordonnées réduites en θ point sur oméga 0 pour bien reconnaître les cercles. Et ces cercles dans ces coordonnées-là sont caractéristiques d'un oscillateur harmonique. Et pour les tracer, vous pouvez très bien prendre cette expression et dire θ point, c'est racine de ce truc-là, enfin c'est racine de 2 fois ce truc-là. Et pour différentes valeurs de la constante, tracer les différentes valeurs. Quand vous prenez la partie positive, c'est le plus racine, vous avez ce qui est au-dessus. Quand vous prenez le moins racine, vous avez ce qu'il y a en dessous. Et ça vous permet de trouver votre oscillateur harmonique et de le retrouver comme ça. Alors le vrai portrait de phase va être un petit peu plus compliqué. Je vais d'abord vous le dessiner, puis après on essaiera de trouver comment est-ce qu'on arrive à cette expression-là, comment est-ce qu'on arrive à cette tête-là. Moi j'aime bien ce portrait de phase parce que c'est l'œil de Sauron. Vous savez, dans Les Seigneurs des Anneaux, à un moment, vous avez un grand œil qui vous regarde. C'est un petit peu pareil, à la différence que la pupille de Sauron est très ovoïde, comme une pupille de chat, avec même des pointes sur les bouts, alors que là, ça va être une pupille bien ronde. Donc, vous avez la partie centrale, quand θ est relativement petit, où vous avez le comportement en oscillateur harmonique. Donc, vous avez des beaux cercles. Et c'est là où vous avez l'iris de Sauron qui apparaît. Et puis à mesure que vous vous écartez un petit peu de cette zone d'oscillateur harmonique, vos cercles vont se déformer. Et ça n'aura pas une forme d'ellipse, ce sera plus compliqué qu'une ellipse, même si mathématiquement vous ne savez pas trop... à quoi ça correspond, une ellipse, ça n'aura plus l'équation d'une ellipse, mais bon, ça va ressembler à un ovale légèrement appuyé, et puis de plus en plus. Et donc le blanc de l'œil va avoir cette forme assez caractéristique. La vitesse va augmenter de moins en moins, proportionnellement.
Normalement, c'est toujours bien symétrique. Hein. Là, l'œil, vous voyez que j'ai pas été aussi bas que, enfin, aussi loin en bas qu'en haut. Donc, c'est pas tout à fait parfaitement joli, mais bon, ça vous donne une bonne idée. Et puis, il va y avoir un point particulier quand vous atteignez θ égale pi et θ égale moins pi de l'autre côté. Et vous allez avoir les bords de l'œil avec un angle qui se fait. Voilà. Et qui continue du coup de l'autre côté, c'est-à-dire que comme votre équation fait intervenir un sinus θ, c'est donc 2π périodiques, vous allez pouvoir retrouver les yeux les uns à côté des autres au fur et à mesure. Et quand vous êtes au-delà de l'œil, vous allez avoir un portrait de face qui fait des vagues comme ça. Hop, on passe là, on fait des vagues, donc dans un sens et dans l'autre. Et à mesure qu'on monte en vitesse, on passe de moins en moins dans le creux de la vague. Voilà, un truc comme ça. Alors la position du creux, c'est toujours en pi, hein, ça reste pareil, mais vous allez avoir un vrai portrait qui aura plutôt une tête comme ça. Alors, le sens d'évolution, c'est toujours, on tourne toujours, il suffit de réfléchir sur le signe qu'on a. Quand θ point est positif, quand on est la partie supérieure, θ augmente, donc on va vers la droite. Donc tous les systèmes qui sont dans la partie supérieure vont là. Quand θ point est négatif, θ diminue, on va vers la gauche. Et donc on va toujours tourner dans le sens ici, horaire, systématiquement. Pareil là, comme ça, là, et ici, on repart par ici. Voilà. Et puis, pour les parties extérieures, vous avez un système qui n'arrête pas de faire des tours et l'autre qui part dans l'autre sens. Alors, à quoi correspondent ces différentes solutions? Alors, déjà, pour expliquer celles qui sont là, vous voyez que en fait, on ne repasse jamais dans la partie des θ points négatifs. Ça veut dire que votre pendule est en train de faire des tours. Donc, il fait des choses comme ça et il n'arrête pas de faire des tours. Et donc, vous avez votre θ point qui est toujours du même signe. Il devient un tout petit peu moins fort quand le pendule passe par pi ou moins pi, c'est-à-dire quand il est au-dessus, et un petit peu plus fort quand il est en dessous, mais sinon, la vitesse diminue quand vous êtes au-dessus, augmente quand vous êtes en dessous, rediminue quand vous êtes au-dessus, etc. Et puis, ceux qui sont dans l'autre sens, bah, c'est simplement les solutions où vous le faites tourner dans l'autre sens. Ça revient exactement au même. Quand vous êtes dans une solution intermédiaire, c'est parce que vous avez ici, essayez de ne pas taper la caméra, vous avez ici des angles qui sont relativement importants. Et quand vous arrivez là, alors là, on arrive à la limite de notre représentation, puisqu'on a supposé que L était constant, mais L ne peut être constant qu'à condition que le fil soit tendu. Or, quand j'ai un angle qui est supérieur à 90, si jamais la vitesse s'arrête, ça tombe, parce que le fil n'est plus tendu. Pour pouvoir visualiser ça, il faut que vous imaginiez une tige métallique, en supposant que la tension est toujours bien là-dedans, et puis quand vous êtes à 180 degrés, votre tige mécanique va vous tenir ici. Vous avez ce qu'on appelle une position d'équilibre instable, parce que quand vous êtes là, bah, si on vous donne une toute petite michenette avec un angle θ qui est légèrement plus grand de 180 degrés, hop, vous allez tomber d'un côté. Si c'est légèrement en dessous, pouf, vous allez tomber de l'autre côté, mais vous n'allez jamais rester pile ici. Et par contre, visuellement, sur le portrait de face, vous voyez un angle, un point anguleux à cet endroit-là, alors que toujours les passages par une vitesse nulle se font bien verticalement. Là, vous avez un point anguleux qui est caractéristique d'une évolution. Si vous êtes pile sur le rouge, vous aurez une évolution qui va mettre un temps infini avant d'arriver à la position d'équilibre instable. Bien entendu, dans la vraie vie, il y aura toujours des petites perturbations qui vont faire que on n'arrivera pas à atteindre pile cette position instable.
Mais d'un point de vue mathématique, c'est à ça que cette séparatrice, hein, ce point rouge, cette ligne rouge, ça s'appelle la séparatrice. Et cette séparatrice correspond à un temps infini qu'il faut à la fois pour tomber, par exemple ici, si on part de là, et arriver de l'autre côté. Donc on aura une période qui va devenir une période infinie. Là maintenant, il n'y a même plus de période dans le sens où ça ne revient plus en arrière, ça continue à tourner. Alors on peut toujours définir la période de rotation, le temps qu'il faut pour aller modulo 2pi pour revenir à la même valeur. Mais les comportements oscillants ne se voient qu'à l'intérieur de l'œil. Quand vous êtes très fortement à l'intérieur, vous avez une oscillation qui est de type oscillation harmonique. Et quand vous êtes dans l'orange, ici, vous aurez des oscillations non linéaires, des oscillations non harmoniques. Alors pour ceux que ça intéresse, pour les autres, vous pouvez sauter si vous voulez, mais pour ceux que ça intéresse, on peut essayer de déterminer les équations de ces courbes oranges, si jamais on devait les placer. Donc, les équations générales, et alors ça marchera aussi pour les jaunes et à rouge, mais globalement, les équations générales, ça va être de revenir de θ point point égale moins g sur L, sinus θ, c'est-à-dire que j'avais mon équation de pendule simple, qui est celle-ci, je fais simplement passer ça de l'autre côté. Et puis j'utilise la même astuce, je multiplie par θ point, et donc j'ai du θ point fois θ point point, et de l'autre côté, j'ai du moins g sur L sinus θ, le tout multiplié par θ point. Le terme qui est à gauche, de nouveau, c'est la dérivée de θ point carré sur 2. Je ne m'amuse pas à refaire le calcul, c'est exactement le même que tout à l'heure. Et celui-ci, je peux aussi l'écrire comme la dérivée d'un truc par rapport à θ multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. Ce qui va s'écrire, la dérivée par rapport au temps de g sur L cosinus θ. On peut vérifier a posteriori, je divise g sur L peut sortir de la dérivée par rapport au temps de cos θ, c'est la dérivée par rapport à θ de cos θ, c'est-à-dire moins sinus θ, multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps, c'est-à-dire θ point. Donc, ça fonctionne tout à fait. J'ai de nouveau égalité de deux dérivées, donc les fonctions sont égales à une constante près, donc j'ai θ point carré sur 2, qui est égale à g sur L cosinus θ, plus une certaine constante. Donc les équations, là il me reste plus qu'à sortir θ point, ça sera plus ou moins racine de une autre constante, plus 2, parce que le 2 il passe par là, 2g sur L cosinus θ. Et vous voyez que du coup, je me choisis une constante, j'ai la valeur de g de L, je prends les valeurs de θ telles que constante plus 2g sur L cosinus θ, c'est toujours bien positif, j'ai pas le droit d'avoir une valeur négative dans la racine. C'est pour ça que par exemple sur les verts, toutes les valeurs de θ ne sont pas accessibles, il n'y en a que celles entre la valeur minimale et la valeur maximale. Au-delà, ce qui est sous la racine va être négatif. Et vous voyez que les jaunes, ça correspond simplement à des constantes qui sont tellement grandes que ce terme-là ne peut pas rendre l'ensemble négatif. Ça veut dire que la constante prime, elle est supérieure à 2g sur L, puisque 2g sur L cos θ, au pire, ça vaut moins 2g sur L, puisque cos θ, au pire, va valoir moins 1 quand vous êtes en pi et en moins pi. Et quand vous êtes pile sur la séparatrice, la constante, elle vaut justement 2g sur L, de sorte qu'il y a un endroit où ça s'annule, pile quand vous êtes à la limite modulo 2pi de votre équation. Et donc c'est grâce à ça en fait que j'ai pu tracer dans les notes de cours par exemple le portrait de phase, en utilisant simplement, en identifiant une valeur minimale, une valeur maximale pour θ, en changeant la valeur de la constante, et en regardant, en échantillonnant les valeurs de θ point qui correspondent pour les valeurs de θ correspondantes. Voilà, donc ça c'est pour l'oscillateur harmonie, alors non, c'est pour le pendule simple que l'on peut, dans le centre, assimiler à un oscillateur harmonique, mais dont on voit que quand les angles ne sont plus suffisamment petits, vous avez des problèmes
de sinus θ qui n'est pas égal à θ, donc on n'a plus une équation d'oscillateur harmonique. Et puis 2, quand les angles sont vraiment trop grands, les endroits où la vitesse s'annule, normalement, vous devez quand même rester tendu, et ça n'est possible que s'il y a encore de la vitesse, que j'ai pu vous montrer avec mon petit yo-yo sur cette partie-là, mais que je ne peux pas vous montrer sur la séparatrice, parce que j'ai supposé dans mon modèle, toujours important en physique, vous faites des modèles, dans le modèle on a supposé que la longueur était constante, il y a un moment où je dois dire, si j'ai un vrai pendule, quand je suis dans cette situation-là, même si je me suis choisi une valeur de la longueur, si je lâche sans vitesse initiale, je n'ai pas un trajet sur un arc de cercle qui était mon hypothèse de travail pour pouvoir écrire l'accélération et pouvoir en déduire l'équation différentielle. L'équation différentielle n'est valable que dans le cadre des hypothèses que vous avez faites, et l'hypothèse c'est mouvement circulaire de rayon L. Et donc en TP, on va pouvoir regarder ces éléments-là, parce qu'on va prendre ce qu'on appelle des pendulors, donc des tiges métalliques avec une masse accrochée au bout, et la tige métallique, elle est toujours tendue, elle est inextensible par construction. L'hypothèse selon laquelle la tension va être selon ER sera peut-être un tout petit peu moins bien vérifiée, mais en première approximation, ça marche quand même pas mal, et donc ça va nous permettre de visualiser les portraits de phase, et puis on verra se dessiner le portrait de phase du pendule dans son ensemble.